Ce qui devait être un autre chapitre palpitant dans sa vie aventureuse a pris une tournure horrifiante, coûtant la vie à l'une des kayakistes les plus passionnées des rapides, Shannon Christie. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les détails du dernier jour de Shannon. Aujourd'hui, nous dévoilons les circonstances tragiques et mystérieuses qui se sont déroulées dans les eaux traîtresses des Great Falls et comment une course destinée à mettre en valeur ses compétences extraordinaires est devenue ses derniers moments terrifiants sur Terre. Ceci est l'histoire de Shannon Christie, une jeune kayakiste passionnée dont la vie était aussi vibrante et tumultueuse que les eaux qu'elle aimait conquérir. Son dernier défi était de naviguer les célèbres rapides des Great Falls, un parcours qui devait être une démonstration de sa maîtrise et de son esprit. Dans un sport dominé par les hommes, elle voulait se lancer dans la course et démontrer son talent exceptionnel, mais elle n'est jamais revenue. En dévoilant les derniers instants de Shannon, nous découvrons une histoire d'ambition brute, de défis écrasants et du prix ultime de ceux qui repoussent les limites. Des lacs paisibles de Caroline du Sud au courant sauvage du Potomac, Shannon Christie n'était pas étrangère à l'eau. Née avec un esprit aussi libre que les rivières qu'elle parcourait, le voyage de Shannon dans le monde du kayak a commencé dès son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille passionnée d'aventures en plein air, Shannon a trouvé sa vocation sur l'eau. Adolescent, Christie passait ses étés comme guide de rafting en Caroline du Nord. Au moment où elle est entrée à l'université, elle avait non seulement maîtrisé les eaux calmes près de chez elle, mais recherchait aussi l'adrénaline des rapides plus difficiles. Elle s'est mise au kayak pendant ses études à l'université de Caroline de l'Ouest, perfectionnant ses compétences lors de stages, ce qui l'a propulsée au cœur de la communauté du kayak extrême. Personne ne comprenait vraiment ce qui avait poussé Shannon à se mettre au kayak. Mais comme d'autres avant elle, c'est rapidement devenu son sport préféré. « Je fais du kayak car j'aime ce sport », a-t-elle dit lors d'une interview. Le kayak t'emmène dans des endroits que la plupart des gens ne verront jamais. J'aime le kayak pour ce qu'il est. À bien des égards, son amour pour ce sport était contagieux, attirant d'autres personnes sur les rives pour la regarder naviguer les torrents écumeux avec grâce et précision. La maîtrise de Shannon sur l'eau et sa façon habile de manier son kayak, combinée à son charisme indéniable, faisaient d'elle une figure appréciée dans la communauté du kayak et une partenaire de choix pour les marques de plein air. Les principaux sponsors la recherchaient, attirés par son image et ses compétences. Malgré sa notoriété grandissante, Shannon restait humble et concentrée, ancrée par son dévouement envers le sport et sa communauté. Ses amis et ses collègues kayakistes la décrivaient comme quelqu'un de simple et véritablement passionné par le kayak, non seulement en tant que sport, mais aussi comme un mode de vie. Si vous êtes comme moi, vous ne savez peut-être presque rien sur le kayak. Pour les non-initiés, une recherche rapide sur Google mentionnerait superficiellement 2 choses. Le kayak, c'est une histoire d'eau et de pagaie. Mais sous la surface, il y a bien plus dans ce sport dynamique. Au fond, le kayak consiste à naviguer sur l'eau à l'aide d'une petite embarcation étroite et d'une pagaie à double pale. C'est un sport qui peut varier énormément, allant de balades tranquilles sur des lacs calmes à des descentes pleines d'adrénaline sur des torrents rapides et turbulents appelés rapides d'eau vive. Le kayak existe en diverses formes, chacune requérant des aptitudes spécifiques et convenant à différents milieux aquatiques. Alors que la plupart des kayakistes amateurs qui recherchent une journée paisible sur l'eau apprécient de pagayer sur des eaux calmes comme les lacs ou les rivières à faible courant, certains en veulent plus. Pour ceux comme Shannon qui recherchent plus d'intensité, le kayak en eau vive représente le summum de ce sport. Cette discipline met les pagailleurs au défi avec des rapides, exigeant des réflexes rapides, des techniques de pagaie avancées et une compréhension approfondie de la dynamique de l'eau. Les kayakistes en eau vive naviguent à travers des rivières tumultueuses, évitant les obstacles et affrontent parfois même des cascades lors de courses et de compétitions. Les enjeux étaient élevés, les courants impitoyables, mais pour Shannon Christie, l'attrait de dompter les rapides implacables était une motivation irrésistible dans le monde du kayak extrême. À un peu plus de 20 ans, Shannon Christie était déjà une figure familière sur le circuit de kayak de compétition, naviguant à travers le chaos des eaux avec une précision qui ne laissait pas deviner son jeune âge. Malgré les chavirements inévitables et les frayeurs de justesse, sa détermination à gravir les échelons n'a jamais faibli. Dans ce sport extrême, le kayakiste doit réussir à franchir une série de rapides désignés pour obtenir un score lors des compétitions d'eau vive. Pour les épreuves de kayak en eau vive, le kayakiste doit manœuvrer à travers un parcours de rapides tumultueux balisé par des portes.
Le parcours est chronométré du moment où le kayakiste passe la ligne de départ jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne d'arrivée, luttant contre le courant et la montre. La pagaie du kayakiste ne doit pas toucher les portes, et le kayak lui-même ne peut pas entrer en contact avec les zones interdites au toucher. Chaque parcours est chronométré avec des pénalités pour chaque contact ou porte manquée. Pour marquer des points, le kayakiste doit non seulement terminer le parcours dans un temps compétitif, mais aussi faire preuve de contrôle, de compétences techniques et de la capacité à exploiter la puissance de la rivière. Le score du kayakiste dépend de sa vitesse, sa précision et sa technique s'il termine le parcours sans faute. Le fait de ne pas naviguer correctement sur le parcours ou de chavirer entraîne l'absence de score ou des pénalités importantes. La maîtrise nécessaire pour exceller en kayak ne repose pas seulement sur la force physique du tronc et du haut du corps, mais aussi sur des défis mentaux. Chaque rapide présente un défi unique, exigeant des décisions en une fraction de seconde dans des eaux tumultueuses où l'on peut à peine s'entendre penser. Le frisson d'une descente parfaite à travers les obstacles les plus redoutables de la nature est l'essence même du kayak. Shannon était pleinement consciente des risques encourus à chaque descente. Elle se préparait à naviguer une section de rivière réputée pour sa férocité. Pour vous donner un exemple de ce que cela peut représenter, c'est aussi intense que de tomber sur plus de 3 terrains de football empilés bout à bout dans une descente rapide et abrupte. Comme les montagnes russes les plus hautes que vous ayez jamais prises, sauf qu'il n'y a pas de rail, pas de ceinture de sécurité et aucune certitude d'arriver vivant à la fin. En général, plus les rapides sont sauvages, plus le risque de danger est grand. Pour commencer, il y a la possibilité d'être submergé par la force de l'eau. À mesure qu'un kayakiste descend dans des sections plus difficiles de la rivière, la puissance de l'eau augmente. Si vous vous aventurez assez loin dans ces eaux, la force des rapides peut faire chavirer un kayak ou coincer un pagayeur contre les rochers, comme un pied écrasant une canette de soda vide sous une pression intense. Mais les dangers ne se limitent pas uniquement aux forces extérieures. Pagayer dans des eaux agitées présente divers risques pour le corps humain de différentes manières. Contrairement à une rivière calme, les forces dynamiques d'un rapide peuvent surgir rapidement et avec très peu d'avertissement. Lorsque vous traversez des rapides puissants, l'effort intense peut provoquer des réactions inattendues de votre corps. La fatigue peut affecter le fonctionnement de vos muscles et ralentir vos temps de réaction, transformant une pagaie normalement gérable en un potentiel combat pour la survie. Un effet particulier de l'effort extrême est une condition souvent comparée à la confusion ou à la désorientation. Les kayakistes expérimentés nomment cette sensation le brouillard cérébral, comme les symptômes de la narcose à l'azote en plongée profonde. Imaginez essayer de garder le contrôle et une navigation précise lorsque votre corps se sent lent et que votre esprit est embrouillé. Au milieu de rapides agités, c'est évidemment un énorme problème. Cette désorientation sévère peut entraîner de mauvaises prises en prise de décision, des réactions retardées et des erreurs potentiellement catastrophiques. Un autre risque important est la menace de se retrouver piégé. En kayak, surtout dans des rapides étroits et rocheux, il y a toujours un danger de rester coincé ou bloqué sous l'eau avant même de comprendre ce qui se passe. Des changements rapides du courant peuvent nous coincer un kayakiste contre des obstacles, ce qui peut entraîner de graves blessures, voire pire. Les kayakistes font des pauses dans des zones calmes de la rivière, similaires aux paliers de décompression des plongeurs. Ces pauses sont cruciales, surtout dans les sections longues ou très difficiles, car elles permettent aux kayakistes de se reposer et de se préparer à ce qui les attend. Shannon, jeune talent prometteur du kayak sur la scène nationale, s'était imposée comme une future vedette de ce sport. Tragiquement, le destin en avait décidé autrement. La nature imprévisible des eaux, qu'elle aimait, allait s'avérer être un adversaire fatal. C'était le 11 juillet 2013, lors d'une sortie habituelle au Great Falls sur le Potomac, que Shannon a affronté son plus grand défi. Shannon était dans le Maryland pour la 26e édition annuelle du Festival de la rivière Potomac, un événement qui devait accueillir une course réunissant certains des meilleurs kayakistes du pays. C'était sa première participation à cette course et elle avait hâte de se mesurer aux concurrents masculins. Dans un retournement déchirant, 2 jours avant sa dernière descente fatale en kayak, Shannon Christie avait été filmée pour l'émission 60 minutes, exactement à l'endroit qui allait lui coûter la vie. Elle, comme d'autres kayakistes, se préparait à affronter les Great Falls du fleuve Potomac, une section réputée pour ses rapides difficiles et souvent traîtres, considérée comme l'un des parcours d'eau vive les plus difficiles de la côte Est. Les Great Falls étaient classées en catégorie 5, ce qui signifiait qu'elles étaient extrêmement difficiles et comportaient de grands risques.
Les rapides de classe 5 se caractérisent là par des rapides longs, obstrués ou très violents qui exposent le pagayeur à des risques supplémentaires. Ils nécessitent souvent des manœuvres précises dans des conditions complexes et sont recommandés uniquement aux pagayeurs experts. En kayak, les rapids sont classés de la classe 1 facile à la classe 6 extrême et aux limites de l'exploration. La classe 5 étant juste un cran en dessous du niveau le plus dangereux. Ces eaux présentent généralement de grosses vagues, des rapides continus, de gros rochers et dangers, ainsi que de potentielles chutes d'eau importantes qui exigent de solides compétences de pagailleurs et un excellent contrôle de l'embarcation. Les conditions dans les rapides de classe 5 peuvent se mettre au défi même les aventuriers d'eau vive les plus expérimentés, nécessitant souvent des coups de pagaie précis, de solides nerfs et un bon sens du timing pour naviguer avec succès. Avec son expérience des rapides difficiles, Shannon Christie comprenait parfaitement à quelle vitesse les choses pouvaient de mal tourner dans les eaux féroces de classe 5+ des Great Falls sur le Potomac. Elle avait été invitée à la course par Jason Biggs de Poolesville, un kayakiste expérimenté dont la société Active Nature organisait l'événement. L'événement était également filmé par Steve Fisher, un kayakiste et cinéaste renommé d'Afrique du Sud, mettant en valeur le frisson et la beauté du kayak extrême en eau vive. Biggs était bien connu dans la communauté du kayak pour ses normes strictes et ses techniques expertes. Il ne pagayait qu'avec les meilleurs. Bien qu'il n'ait jamais fait de kayak avec Shannon auparavant, sa réputation l'avait précédé. En la regardant naviguer sur les zones faciles de la rivière, il fut immédiatement frappé par ses mouvements précis et maîtrisés. Elle était préparée pour les défis plus ardus à venir. Quelques jours avant la course, Biggs fit découvrir le parcours à Shannon. Il lui montra les lignes centrales, l'itinéraire qu'ils allaient emprunter et l'avertit surtout à propos de la trappe du métro, une partie des 5 doigts dangereux en bas du parcours. Un faux mouvement ici pourrait être mortel. Shannon, à son crédit, écouta attentivement, répétant les détails essentiels, son attention étant vive. Cette course comportait l'une des descentes en kayak les plus raides au monde, et toute erreur pouvait être fatale. Lors des essais préliminaires, Shannon a excellé. Elle a affronté les eaux traîtresses des Great Falls avec une telle habileté et un tel contrôle que même Biggs et Fisher étaient impressionnés. Chaque descente, fluide, soulignait sa préparation et sa détermination. La tension était à son comble. La rivière, impitoyable, ne pardonnait pas la moindre erreur qui pouvait s'avérer catastrophique. Mais Shannon a géré la situation comme la véritable experte qu'elle était, faisant monter l'attente pour l'événement principal, où elle mettrait vraiment son courage à l'épreuve face au cœur sauvage de la rivière. Le 11 juillet 2013, quelques jours avant l'affrontement, Shannon et son entraîneur, Jason Biggs, ont envisagé de prendre une journée de repos. Mais l'appel de la rivière était trop fort pour être ignoré, surtout lorsque Will Seabair, un autre coureur et jeune kayakiste chevronné, a pris contact. Fraîchement sorti du travail et avide de défis, le message de Seabair était clair. « Tu veux faire une course ?» Christie a répondu avec un oui enthousiaste et elle et Biggs, accompagnés de leur réalisateur, se sont dirigés vers la rivière pour un dernier entraînement. Ils ne se doutaient pas que, pour l'un d'entre eux, ce serait en fait la dernière course. Ils se sont tous retrouvés du côté du Maryland de la rivière Potomac vers 15h45, prêts à affronter les chutes. Après une brève discussion, Steve Fisher s'était déjà placé du côté de la Virginie de la rivière pour filmer l'action, en se concentrant particulièrement sur Biggs qui naviguait du côté du Maryland des rapides, tandis que Seabair et Shannon prenaient l'autre extrémité des rapides. L'eau était exceptionnellement haute ce jour-là, gonflée par les pluies récentes, rendant les impressionnantes Great Falls encore plus dangereuses. Malgré les conditions, l'enthousiasme de Shannon a grimpé. Elle était prête à affronter une fois de plus les eaux tumultueuses sur un parcours qu'elle avait déjà réussi plusieurs fois auparavant. Alors que Shannon lançait son kayak dans les vagues du Potomac, le calme de la rivière était trompeur, un contraste saisissant avec le défi qui l'attendait. Elle fendait l'eau avec l'aisance d'une professionnelle chevronnée, ses coups de pagaie étaient rythmés et puissants. La rivière réagissait, sa surface se brisant en ondulations qui dansaient autour de son kayak. La première portion était fluide, presque sereine. Alors qu'elle approchait des célèbres 5 doigts, ce passage dont on murmure dans les cercles de kayak pour ses courants impitoyables et ses dangers tapis. Shannon s'est engagée la première dans la première chute de la ligne centrale des cascades, appelée Grasse sous pression. Du point de vue de Will en hauteur, son entrée dans la cascade semblait normale. Will l'a suivie environ 15 secondes plus tard pour ne trouver aucune trace d'elle à la base de la cascade.
Will s'est engagé dans la deuxième section des rebords de la ligne centrale, pensant que Shannon avait pagayé en bas comme si elle s'entraînait à faire une descente continue. Mais, alors que Shannon, plus bas, entrait dans le cœur de la section tristement célèbre, connue sous le nom de Middle Finger, la rivière semblait s'éveiller complètement. Sans avertissement, un puissant courant a surgi tel une bête des profondeurs, s'emparant de son kayak avec une férocité invisible. C'était une embuscade, et Shannon, prise au dépourvu, luttait avec sa pagaie pour garder le contrôle. Le kayak tanguait violemment, sous la poigne puissante de la rivière, basculant dangereusement d'un côté. Le combat de Shannon contre la rivière s'intensifiait. Les courants ici étaient armés de véritables traîtres, calmes un instant, mortels l'instant d'après. Alors que Shannon s'efforçait de stabiliser son kayak, son expertise était évidente, mais tout autant l'intention de la rivière. Soudain, le pire se produisit. Le kayak de Shannon a chaviré. La rivière, dans son assaut implacable, l'a renversé, la plongeant dans les eaux glacées et tumultueuses. Shannon a disparu sous la surface, sa pagaie s'agitant désespérément pour tenter de se redresser. Lorsque vous chavirez en kayak, vous vous retrouvez coincé à l'intérieur de l'embarcation. La seule façon de remonter à la surface est d'utiliser votre pagaie contre l'eau pour vous retourner à 180 degrés verticalement ou de retirer de force tout votre corps du kayak et de nager jusqu'à la surface. Je n'ose pas imaginer le stress et l'anxiété que cela provoquerait dans des eaux calmes, sans parler de la force des rapides en eau vive. Le temps semblait s'arrêter tout en s'accélérant d'un coup. Shannon refit surface haletant, le visage marqué par la douleur et la stupeur. Elle s'était complètement extraite de son kayak et avait tenté de nager, de se frayer un chemin à travers l'eau qui semblait maintenant vouloir l'engloutir. Chaque mouvement était une lutte contre la force écrasante qui la tirait vers la chute du métro, un piège mortel bien connu. Alors que Will lui-même approchait de la dernière cascade des lignes centrales, le majeur. Shannon apparut devant lui dans l'eau, nageant hors de son kayak en tenue complète de pagaillage. Cyber, poussé par un mélange d'adrénaline et d'effroi, pagayait de toutes ses forces. Ses coups de pagaie frénétiques étaient animés par l'urgence d'atteindre Shannon avant que la rivière ne l'emporte plus loin. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, alors qu'il commençait à naviguer la section suivante vers elle. Alors que Shannon luttait pour reprendre ses repères, le courant impitoyable la dirigeait vers l'ouverture béante du tunnel du métro. Les cris de Cyber se perdaient dans le grondement de la rivière, sa pagaie fendant l'eau alors qu'il luttait contre l'inévitable. Shannon fut emporté sans défense le long du toboggan Hollywood Boulevard avant que les courants rapides n'aspirent Shannon dans le métro. Will pagaillait furieusement le long du doigt du milieu dans une tentative de la sauver. Mais Shannon avait disparu sous les eaux tumultueuses, engloutie par la rivière. Une journée d'entraînement calme s'est vite transformée en une tentative de sauvetage désespérée. Pendant de longues minutes stressantes, elle était introuvable. Peu après, son gilet de sauvetage et son casque remontent à la surface, mais elle reste introuvable. Pendant ce temps, à l'autre bout, Jason Biggs se tenait sur les rives rocheuses du côté du Maryland du Potomac, le regard fixé sur les eaux tumultueuses du centre. Un sentiment de malaise s'empara du kayakiste expérimenté. Il était censé coordonner avec Steve Fisher, qui se trouvait sur la rive opposée, prêt à filmer la descente en kayak. Son attention fut plutôt captivée par une vision troublante. Will Cyber et Jordan Poffenberger, deux figures bien connues de la communauté du kayak, se tenaient anormalement immobiles près de la section tristement célèbre appelée le métro. Shannon Christie était introuvable. Inquiet, Biggs fit le signe universel du kayakiste signifiant « ça va ?» en se tapotant le sommet du crâne. Il n'y eut aucune réponse. Un silence pesant régnait, seulement interrompu par le bourdonnement lointain d'un hélicoptère de la police du parc des États-Unis, un bruit qui, dans cette région, annonçait souvent de mauvaises nouvelles. Le cœur de Biggs se serra en réalisant que quelque chose avait terriblement mal tourné. Sans attendre de réponse, Biggs lança son kayak à l'eau, pagayant avec rapidité et détermination. Arrivé à Cyber et Poffenberger, la terrible nouvelle se confirma. Shannon Christie avait été emportée dans le tunnel du métro. Cette section de la rivière était tristement célèbre pour ses courants traîtres et ses tamis de rochers cachés qui pouvaient piéger n'importe quoi ou n'importe qui. Pendant ce temps, Fisher, qui n'était au départ pas conscient de la crise qui se déroulait, ajustait son appareil photo lorsqu'il remarqua un groupe de touristes pointant du doigt un kayak rouge retourné dans l'eau.
Ses instincts de professionnel se sont immédiatement manifestés alors qu'il scrutait la zone. Mais c'est une conversation entendue entre un touriste et un garde forestier qui lui a permis de comprendre toute l'ampleur de la situation. Le kayakiste a été aspiré dans le périlleux siphon. Connaissant parfaitement les risques, Fisher rassembla rapidement son matériel de secours, ses cordes, sangles et mousquetons, puis se dirigea vers la berge de la rivière. Ce n'est que lorsque Bix, essoufflé, est arrivé, Fisher apprit que le kayakiste disparu était Shannon. Tout était en place pour un sauvetage intense. Chacun savait que le temps était compté et que la rivière ne montrait aucune pitié. Alors qu'ils se préparaient à s'aventurer dans les eaux déchaînées, la communauté de kayakistes autour d'eux s'est rassemblée, prête à soutenir le sauvetage de toutes les manières possibles. Les pensées sur la compétition à venir étaient mises de côté pendant que les hommes tentèrent de sauver leurs camarades kayakistes. Le crépuscule est tombé sur le Potomac. Les murmures urgents du courant semblaient en faire écho au désespoir grandissant des équipes de secours. Sur la rive, le chef de bataillon du service d'incendie et de secours du comté de Montgomery, Kent Malalou, fort de plusieurs décennies de sauvetage en eau vive, a immédiatement reconnu la gravité de la situation à mesure que les rapports affluaient. Malgré le calme habituel de la rivière, les fortes pluies récentes avaient transformé les eaux en une crue féroce. L'équipe de Malalou, une unité spécialisée formée pour naviguer dans la tranquillité trompeuse de ces eaux, était déjà en train de se mobiliser. Les bateaux de sauvetage équipés de moteurs puissants fendèrent les courants en direction de la dernière position connue de Shannon Christie. Les agents à bord du premier bateau recueillirent rapidement les témoignages de Sieber et d'autres personnes dispersées le long des berges, reconstituant la séquence des événements qui ont conduit à la disparition de Shannon. Fisher et Bix, quant à eux, faisèrent de leur mieux dans la précipitation pour atteindre le métro. Malgré les dangers évidents, leur détermination restait sans faille. Kayakistes expérimentés, ils connaissaient les caprices de la rivière mieux que la plupart. Fisher, muni de son matériel de sauvetage, lança des appels pressants aux secouristes, soulignant l'urgence de la situation et son désir de participer aux opérations de sauvetage. Cependant, les officiers responsables hésitaient. Les risques étaient jugés trop importants, même pour les kayakistes expérimentés. L'état puissant et gonflé de la rivière présentait des dangers inimaginables et la position officielle était ferme. Aucune vie ne devait être menacée. Cette décision, bien que frustrante pour Fisher et Bix, soulignait la dure réalité de la situation. Au fil des heures, la probabilité de retrouver Shannon vivante diminuait. Pourtant, la détermination à au moins retrouver son corps et offrir une forme de clôture à sa famille ne faiblissait jamais. Pour Fisher, ramener au moins le corps de Shannon était non négociable. À leur côté, la nuit s'assombrissait et la rivière, implacable dans sa crue, semblait retenir son souffle tandis que les sauveteurs et les kayakistes poursuivaient leur veille. Alors que le crépuscule tombait sur le Potomac, la tache sombre au métro atteignit son paroxysme. Fisher et Bix, avec l'aide de Jordan Poffenberger et d'autres kayakistes chevronnés, avaient installé un système complexe de cordes et de poulies appelé Z-Drag sur les rochers glissants couverts de mousse. Bix, debout fermement sur une corniche précaire, coordonnait l'équipe avec un calme né d'une nécessité désespérée. En dessous de lui, Fisher, attaché par des cordes, se rapprochait lentement des eaux mortelles du métro. Chaque mouvement comportait un danger, les courants puissants menaçant de l'emporter alors qu'il cherchait le corps de Shannon Christie. La tension au sein de l'équipe était palpable, chaque membre étant pleinement conscient que la moindre erreur pouvait entraîner une nouvelle tragédie. Alors que la communauté des kayakistes grossissait de minute en minute à mesure que la nouvelle de l'incident se répandait, Sieber retourna sur les lieux, le visage marqué par l'angoisse et la détermination. Il rejoignit les autres pour ancrer les cordes, concentrant ses efforts sur la stabilisation de Fisher qui plongeait maintenant profondément dans l'eau. La main expérimentée de Fisher finit par saisir quelque chose de solide lors du sauvetage. Avec une coordination minutieuse, l'équipe entama le délicat processus d'extraction de Shannon de l'emprise de l'eau. Le système de poulies grinçait sous la tension, chaque kayakiste synchronisant ses efforts pour ramener leur ami. Lorsque le corps de Shannon fut enfin libéré des profondeurs et ramené sur la rive rocheuse, un profond silence s'abattit sur le groupe. Les kayakistes la recouvrirent de jupes anti-projection, un linceul improvisé pour une camarade tombée. Tête baissée, ils se tenaient en cercle serré. Les seuls sons étaient dans le grondement de la rivière et les sanglots discrets de ceux qui avaient lutté toute la journée.
À 19h45, 4 heures après ce qui avait commencé comme une journée ordinaire sur la rivière, l'épreuve prit fin. Un bateau de secours à proximité, qui était resté en veille sombre, envoya un sac mortuaire. Les officiers à bord traitèrent la scène avec un respect solennel comprenant la profondeur de la perte pour la communauté du kayak. En reconstituant la séquence des événements qui ont probablement conduit à l'accident tragique de Shannon Christie au Great Falls, nous pouvons voir les erreurs critiques et les forces en jeu en nous basant sur la nature des chutes et les défis courants du kayak. Shannon a entamé sa descente des chutes en pénétrant dans la série de cascades appelée Grâce sous pression. Cette première cascade est la plus ardue. Cette section est réputée pour sa difficulté et c'est souvent l'endroit où, si un kayakiste n'exécute pas une manœuvre avec précision, cela peut entraîner de sérieux problèmes en aval. Ne pas réussir à effectuer une manœuvre technique de pagaie à cet endroit peut entraîner une cascade de problèmes de plus en plus graves. Il est possible que le kayak de Shannon ait légèrement dévié de la trajectoire qu'elle avait prévue. Ce désalignement aurait pu être causé par une erreur de calcul ou un changement soudain dans la dynamique de l'eau, ce qui n'est pas rare dans des environnements aussi turbulents. La trajectoire déviée a probablement conduit le kayak de Shannon à heurter un amas de rochers situé à environ 1 mètre à gauche de la ligne de course. L'impact à cet endroit, compte tenu de la force du rapide, aurait été suffisamment violent pour coincer le kayak contre ces obstacles, limitant sa capacité à manœuvrer librement. Avec le kayak coincé et la force implacable de l'eau, il est probable que Shannon ait eu du mal à se libérer. Pendant cette lutte, l'eau violente aurait pu lui arracher des équipements de sécurité essentiels, comme son casque et son gilet de sauvetage, ce qui aurait considérablement réduit ses chances de rester à flot et de se protéger contre d'autres chocs. Il est également possible que Shannon ait chaviré à cause de la force de l'eau ou d'un impact avec des objets. Quel que soit le scénario exact, nous savons que Shannon s'est extraite de son kayak. Cette action qu'elle a entreprise pour tenter de se sauver a conduit à ces derniers instants terrifiants. Le courant puissant a continué d'exercer une pression sur Shannon, l'entraînant en aval alors qu'elle luttait contre le courant et essayait de s'empêcher d'aller directement vers la section mortelle connue sous le nom de métro. Cette zone est tristement célèbre pour sa capacité à piéger des objets et des personnes en raison de ses forts courants sous-marins et de ses formations rocheuses. Une fois prise dans le métro, la combinaison de forts courants, de l'absence d'équipement de sécurité et de blessures physiques potentielles a rendu impossible pour Shannon de s'échapper. Comme l'a découvert l'équipe de secours, Shannon avait été tragiquement coincée sous l'eau et piégée sous des rochers. La cause officielle de sa mort a été tragiquement déterminée comme une noyade. Le lendemain des événements tragiques à Great Falls, la course prévue a été annulée, la communauté du kayak s'étant tournée vers le deuil et la réflexion. À la place, une cérémonie commémorative a été organisée pour honorer la vie de Shannon Christie et sa passion pour le kayak. Il faut une résilience et une passion particulière pour relever le défi auquel elle a consacré sa vie, cette rencontre palpitante entre l'homme et l'eau dans le monde du kayak extrême. Et au final, elle était une femme qui a vécu et quitté cette terre d'une manière dont beaucoup seraient envieux en faisant ce qu'elle aimait. Si vous avez trouvé cette vidéo informative ou stimulante, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de nouvelles histoires extrêmes. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, on se retrouve dans la prochaine vidéo.